Bonjour, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, la critique du jeu Cosmophonie. Ensuite, il y aura Notchan et Retro & Magic sur Road Rash. Mais on commence avec les news. « 2014 sera décidément une belle année pour les amateurs de jeux de course. Même si Project Cars, initialement prévu pour novembre, a finalement été repoussé au mois de mars 2015. Ce dernier était d'ailleurs jouable sur le stand Bandai Namco Games de la Paris Games Week avec l'Oculus Rift. Il est donc temps de faire un petit point. Après les sorties du très classique Drive Club sur PS4, de l'Open World Forza Horizon 2 sur Xbox One et de l'annuel F1 2014, on attend encore plusieurs jeux. Tout d'abord, The Crew. Le titre d'Ubisoft est développé à Lyon et permettra de traverser les États-Unis en ligne et en coop. La sortie est prévue pour le 2 décembre après avoir été décalée d'un mois. Et World of Speed, un jeu massivement multijoueur dont la bêta devrait être lancée en cette fin d'année. Il s'agit d'un jeu free-to-play développé par Slightly Mad Studio qui travaille parallèlement sur Project Cars et à qui l'on doit Need for Speed Shift. Avec World of Speed, le studio mise, comme quasiment tous les autres jeux précités, sur sa dimension sociale. Ce qui paraît évident, le jeu étant un MMO de course. L'idée ici sera de créer des équipes avec d'autres joueurs ayant chacun un rôle défini, exactement comme dans un MMORPG. Pour remporter une course, il ne faudra pas se contenter de franchir la ligne d'arrivée. Il sera nécessaire de relever également de nombreux défis en cours de route qui demanderont des compétences et véhicules variés. On reste tout de même dans la simulation, les courses étant plutôt sérieuses. On peut tout de même imaginer à l'avenir un jeu qui permettrait à chaque joueur d'incarner un tank, un soigneur ou un magicien à l'aide de voitures délirantes aux pouvoirs adéquats. De toute façon, il va vite falloir que le genre se réinvente un minimum, la concurrence étant rude et que tout le monde mise sur le concept de club ou de crew. Subject 13 est le prochain jeu de Paul Cuisset, connu pour avoir développé des classiques tels que Flashback, Motoracer ou encore Les Voyageurs du Temps. Ce jeu d'aventure puzzle 3D a été kickstarté avec succès en août dernier en levant 43 507 $ sur les 40 000 demandés. Le joueur incarnera Franklin Fargo, un professeur de physique esseulé et plein d'amertume. Plutôt logique, vu que sa fiancée a été assassinée lors d'un braquage dont il se sent responsable. L'aventure débute lorsqu'il se réveille un matin dans une base souterraine abandonnée, guidé par une voix qu'il appelle Sujet 13. Si nous reparlons aujourd'hui de ce projet, c'est que l'éditeur du jeu, Microids, a annoncé lors de la Game Connection Europe 2014 le nom du compositeur de la bande originale de Subject 13, Olivier de Rivière. Ce talentueux compositeur est connu pour avoir créé les BO de Remember Me, Alone in the Dark, version 2008, ou encore Of Orcs and Men. Une excellente nouvelle donc, pour ce jeu dont la date de sortie n'a pas encore été communiquée. Il a tout de même été promis pour la fin 2014 aux backers de la campagne Kickstarter. Téléchargeable sur différents sites de distribution numérique depuis la fin octobre, Jagged Alliance Flashback est une réadaptation du classique du jeu de stratégie au tour par tour, sorti en 1994. Développé par le studio indépendant danois Full Control, à partir de la licence officielle de la série, ce jeu mêlant RPG, tactique et gestion des squads a été kickstarté avec succès en mai 2013 en obtenant un peu plus de 350 000 $. Situé dans les années 80, Jagged Alliance Flashback vous propose de reconquérir l'île de San Hermanos dans les Caraïbes, contrôlée par le prince. Ce dictateur possède à sa botte une armée contre laquelle les révolutionnaires ne font pas le poids. C'est là que vous intervenez. Votre première mission sera de libérer le chef incarcéré des rebelles. Pour ce faire, il conviendra de recruter et de contrôler des escouades de mercenaires pour, à terme, reconquérir l'île secteur par secteur, à votre façon. Si le gameplay tactique du jeu reste fidèle à la série originale, les développeurs ont promis de nombreux ajouts. Parmi ceux-ci, un nouveau cover system, une gestion plus poussée dans l'infiltration, ou encore une meilleure utilisation des environnements lors des affrontements au tour par tour. Le jeu a été développé avec l'aide des backers, la plupart étant bien évidemment des fans hardcore de la série originale, tout comme l'équipe de Full Control. Jagged Alliance Flashback met à profit un tout nouveau moteur 3D et permet aux joueurs de créer leurs propres mods via Steam Workshop par exemple. J'ai un ami qui était sur Facebook et un jour, une fille se met à lui parler, il ne la connaît pas. Et la fille lui fait « Eh, mais tu es le mec que j'ai croisé tel jour à telle heure ?» Il fait « Non. » « Oh pardon, excuse-moi, je suis désolé, je t'ai confondu. » « Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas, y a aucun problème, c'est un malentendu, pas de problème. » Et la fille lui fait « Ah bah excuse-moi, d'accord. » Et puis, à force de dire « Excuse-moi, d'accord », il se met à parler. Cool. On regarde la critique du jeu Cosmophonie. Pour venir à bout d'un bon shoot'em up, il faut de la patience, bien sûr,
de bons réflexes, mais aussi de la mémoire pour se rappeler de l'emplacement des obstacles et des patterns des ennemis. Pour venir à bout de Cosmophonie, en revanche, ces 3 qualités ne suffiront peut-être pas. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, Cosmophonie est la dernière création de Bento Studio, une petite équipe de développeurs lyonnais spécialisés dans les jeux pour smartphones et tablettes. Avant d'être proposé sur l'eShop Wii U à petit prix, Cosmophonie était donc déjà disponible sur iOS et Android. Et quelques semaines à peine lui ont suffi pour se forger une réputation de jeu à la difficulté infernale. Ce petit shooter musical ne serait constitué que de 5 niveaux. Et pourtant, on dit que depuis sa sortie, seules 2 personnes ont réussi à le terminer. 2 personnes seulement. Son scénario un peu obscur met en scène une sorte de déesse chargée de veiller sur l'harmonie de l'univers. On ne sait pas vraiment pourquoi, quand ni comment, mais celle-ci aurait échoué dans sa tâche. Rien de bien grave, cela a juste entraîné la destruction de l'univers dans sa globalité. L'ancienne gardienne s'est ainsi retrouvée prisonnière, incapable de bouger ou de faire quoi que ce soit pour réparer les conséquences de son étourderie. Il lui reste néanmoins un espoir, vous, le potentiel nouveau gardien, à qui elle fait appel pour prendre son cœur et restaurer l'harmonie de l'univers. Pour mener à bien cette mission, il vous faudra traverser les 5 vagues primordiales, soit les 5 niveaux de Cosmophonie, et cela ne sera pas forcément chose aisée. On parle d'un jeu particulièrement complexe, mais cela ne l'empêche pas de proposer des contrôles simples et minimalistes. Pour se déplacer, on bouge latéralement d'un cran à un autre à l'aide du stick, de la croix ou des gâchettes. Et on tire sur les ennemis représentés ici par des triangles noirs en appuyant sur l'un des 4 boutons de droite. A noter que détruire toutes ces cibles n'est pas obligatoire, mais permet d'obtenir des scores parfaits. Dans Cosmophonie, game design et bande sonore sont intimement liés. L'architecture des niveaux a en effet été bâtie en fonction de la mélodie et du rythme des musiques de DJ Salaryman. Ici, la drum and bass est bien plus qu'un simple accompagnement acoustique. Par exemple, lorsqu'elle accélère, le jeu prend de la vitesse. Et quand elle ralentit, le jeu en fait de même. Pareil pour certains obstacles qui peuvent être signalés entre autres par une note de musique. Comme il n'y a aucune notion d'aléatoire dans le jeu, la mélodie devient progressivement un guide pour le joueur, lui indiquant où il se trouve dans le niveau, tout en lui donnant des indices sur le chemin à prendre. Impossible en effet de compter sur ses réflexes seuls pour traverser un niveau. Cosmophonie est un shooter de la vieille école où la moindre collision renvoie au début du stage. Si une bonne réactivité est essentielle pour avancer lors des premières tentatives, au fil des morts et des échecs, c'est finalement l'expérience du joueur qui devient son plus grand atout. Pour terminer les niveaux, il s'agira en fait de découvrir et de mémoriser une sorte de chorégraphie se jouant au rythme de la musique. Mais avant d'y parvenir, les échecs seront nombreux, voire très nombreux. Si quelques dizaines de tentatives suffisent pour venir à bout des 2 premiers niveaux, on atteint facilement la centaine pour finir le 3e. Combien de tentatives sont nécessaires pour réussir les 2 derniers ? C'est une très bonne question. Une très bonne question dont nous n'avons pas encore la réponse. Pourtant, on ne se décourage pas, car malgré sa difficulté, Cosmophonie est absolument addictif. Corsé sans être frustrant, il parvient à trouver un bon équilibre entre challenge et fun, à tel point que terminer une session et éteindre la console peut parfois s'avérer compliqué. Même si les échecs s'accumulent par pack de 10 ou de 100, il donne envie de retenter sa chance encore et encore, et réussir à passer une nouvelle série d'obstacles devient alors une sorte de mini-victoire personnelle. Derrière ses airs et sa musique futuriste, Cosmophonie est en réalité un pur jeu rétro, dur, rejouable et extrêmement punitif. Il existe bien un mode entraînement permettant de s'échauffer sur les passages les plus compliqués avant de se lancer, mais la seule et unique façon d'accéder au niveau suivant est de réussir le niveau actuel en mode normal. Pour venir à bout de Cosmophonie, il faut donc de la patience, des réflexes,
de la mémoire et surtout beaucoup de courage. Mais au final, quand il s'agit de jeux vidéo, existe-t-il un plus grand plaisir que de sortir victorieux d'un stage après des milliers d'échecs laborieux ? Un soir, ce même pote est chez moi et on joue aux jeux vidéo, et vu qu'il est très poli, entre deux parties il ne m'adresse pas la parole et il parle sur Facebook avec cette fille. Sympa. Et puis, à un moment, ils se mettent à parler bande dessinée. Voilà, bande dessinée. Et il lui dit qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Et la fille lui répond ouais, en ce moment, je lis une bande dessinée, elle est petite, toute noire, il y a la mort dessus, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Si tu trouves le nom, t'es super fort. Il me le dit, je ris, et je lui propose un truc. On regarde notre chaîne. Et salut Zotac, c'est Notchan. Internet, ce n'est pas que des vidéos de chats mignons, c'est aussi un formidable espace de liberté, où tout le monde peut s'exprimer. Non, définitivement, il n'y en a pas que pour les chats. Il y a aussi des vidéos de chats mignons. Comme celle de Jumpy et son maître qui font du parcours presque aussi extrême que Mirror's Edge. Cette vidéo respire tellement la joie de vivre que ça donne envie de sortir dehors, courir dans un parc. Hein ? Non ? Et en plus, le cascadeur dans la vidéo, c'est même pas le vrai maître du brave toutou ? Les deux seraient des pros réunis uniquement pour cette vidéo ? Mais laissez-moi rêver ! On peut aussi rester chez soi et regarder des vidéos mignonnes sur internet. La joie de vivre par procuration, en quelque sorte. Il met des vieilles vidéos sur le net pour attirer les clics et les pigeons. Il vit sa vie en procrastination, devant le net à signer des pétitions. Bon, je ne vais pas m'aventurer à chanter, mais vous aurez compris l'idée. La pétition, c'est arme ultime de l'internaute bougon, surtout quand elle est destinée à défendre les libertés fondamentales de tout un chacun. Par exemple, la liberté de regarder sur internet des mangas, parce que bon, licencier des animés sans préavis c'est dégueulasse. Après, il se retrouve au pôle emploi des animés et c'est pas lol. Internet, source sans limite de l'énergie boutonneuse et de la rébellion adolescente. Donc oui, une pétition pour lutter contre la dictature des sites officiels de simulcast, ça existe. C'était même d'ailleurs tellement évident que pour un peu, on se demanderait pourquoi ça n'a jamais été fait. Oui, je me le demande. Allez, trade de raillerie, c'est presque rafraîchissant comme histoire après tout. À la limite, ça me donnerait même envie de lancer une pétition pour le retour de la prise Péritel. Car oui, la prise Péritel, c'est fini. Bientôt, cette prise à la forme caractéristique va disparaître. Saviez-vous que la loi obligeait les constructeurs de téléviseurs à fournir une prise Péritel sur tout appareil vendu sur les territoires français ? Eh bien, ce ne sera bientôt plus le cas. Cette prise étant de moins en moins utilisée, le gouvernement a décidé de ne plus l'imposer aux constructeurs. Cette connectique typiquement française, malgré ses défauts d'ergonomie et de fiabilité, nous a quand même permis à nous, Français, de jouer sur nos consoles en RVB. Et, ce faisant, avec une qualité d'image que les joueurs japonais et américains n'ont jamais eue. On ne connaissait même pas notre chance. Bon, en même temps, les jeux PAL allaient souvent 20% moins vite que les originaux japonais en NTSC, mais quand même. Quand je repense à l'image sublime de ma Neo Geo sur mon écran de télé, et que je sais maintenant que les japonais devaient se contenter d'une vidéo composite, vous savez, avec le pauvre câble RCA jaune qui rend une image baveuse comme c'est pas permis, je me dis alors avec un peu d'émotion, merci la Péritel. Puisqu'on parle connectivité et vieille technologie, les amoureux des vieilles consoles et autres machines rétro savent que la partie la plus sensible du hardware, régulièrement, reste le lecteur optique pour les machines pas trop anciennes ou les courroies pour les antiques lecteurs de disquettes. Certaines personnes, comme Jean-François Del Nero, arrivent à mettre au point des biais pour pallier ce problème, comme avec un émulateur de disquette matériel du cru de l'inventeur. Pour les machines moins anciennes, comme la PlayStation première du nom ou la Dreamcast, il existe d'autres moyens détournés de remplacer son bloc optique par un lecteur de carte SD carrément. Alors, il vaut mieux être un peu bricoleur. Le tout reste assez difficile à trouver, sans compter que niveau droit et tout ça, on imagine sans peine que cela reste des points délicats en la matière. Puisqu'on part dans le rétro et qu'on fouille les archives, cela me fait penser que Ron Gilbert a mis récemment en ligne sur son blog ses archives de développement sur Maniac Mansion, 27 ans après la sortie du titre. Passionnant pour ceux qui ont adoré ce grand classique du point and click, ou les développeurs. Ou n'importe qui en fait, passionnant, c'est tout. Si jamais vous voulez vous dégourdir un peu les jambes après tout ça, Universal Studios Japan, le parc à thème basé à Osaka, commence à teaser sur ses attractions du premier semestre 2015.
Au programme, on peut noter une projection immersive dans l'univers d'Evangelion en 4D. Oui, rien que ça, la 3D stéréoscopique ne suffit plus apparemment. Il y aura aussi 2 statues géantes tirées de l'attaque des titans. Comme dans l'animé, elles devraient faire dans les 15 mètres de haut. Les visiteurs pourront s'essayer aussi à un escape room stressant basé sur Resident Evil. Et pour finir, encore plus de statues géantes, cette fois de Monster Hunter. Ça donne plus qu'envie. Bon, d'accord, c'est un peu loin. Vous êtes jamais content. Si vous ne voulez pas aller à Osaka, vous pourrez peut-être passer à Lyon, au musée miniature et cinéma, pour contempler la reine alien. Oui, la créature utilisée par James Cameron dans son film en 86. Dan Holman, fondateur du musée, a sauvé récemment la créature de la benne à ordures dans un recoin d'Hollywood. Il s'est porté acquéreur de l'imposante pièce pour la somme rondelette de 40 000 $. Une fois le tout reçu, il a dû s'attaquer avec son équipe à un imposant travail de restauration, incluant entre autres des injections de silicone centimètre par centimètre sur la peau de la bestiole. Une cure de botox sur mesure pour la beauté, un peu sauvage il est vrai, de la reine extraterrestre. Au moins, niveau pixel, en ce qui me concerne, je n'aurai jamais besoin de lifting. Peut-être qu'un jour je demanderai un petit lissage. Faudrait pas que ça entrave mon charisme aussi naturel que légendaire, quand même. Et sur ce, à la prochaine les otaques. Donc on rit, et je dis à mon pote, je dis vas-y, tu fais une photo de moi, je vais me mettre dans mon lit, je vais me mettre à moitié à poil dans le lit, tu me prends une photo et tu lui envoies et tout. Et alors on y va, je me mets dans mon pieu, torse poil, je prends mon chat dans mes bras, et je fais coucou comme ça, il prend en photo, et il fait ce ne serait pas Davy Mourier dont tu veux parler? Et elle voit la photo, elle fait ah si, bravo, t'as trouvé? Mais c'est quoi cette photo de Davy Mourier? C'est bizarre. Elle a cru qu'elle était cherchée sur internet. C'est vrai que si tu tapes Davy Mourier que tu tombes sur moi à moitié à poil dans un lit avec un chat, c'est chelou. Alors je lui fais merde, elle a pas compris. Je fais, tant pis, on prend une feuille A4, on écrit son prénom et on refait la photo. J'écris son prénom, il l'envoie et la seule réponse qu'il a eue, ça a été What the fuck? On regarde Retro Magic sur Road Rash. Quelle que soit la génération de consoles, les jeux de moto ont toujours été présents. Parmi les meilleurs représentants, on trouve le célèbre Hang-On de Suzuki Yu, mais aussi des productions comme Manx TT ou Moto Racer. Mélange d'arcade et de simulation, tous ces jeux de course ont laissé d'excellents souvenirs aux amateurs de sport mécanique. Mais rares sont ceux à avoir eu autant d'impact qu'un certain Road Rash. Tout commence à la fin de l'année 89. Très affaiblie par la conception de la Lynx, la portable d'Atari, la société Epyx fait faillite, mettant 91 personnes au chômage. Parmi celles-ci, un certain Carl May, ancien programmeur de Maniac Mansion, trouve refuge chez Electronic Arts. Nommé directeur technique, il conçoit un effet de dénivelé en 3D pour le jeu Andretti Racing sur NES. La technique, limitée aux lignes droites, est ensuite adaptée sur Mega Drive pour un rendu encore plus spectaculaire. Conscient de la prouesse, Carl May décide de présenter sa technique à ses collègues afin de la mettre au cœur d'un concept de jeu. Le producteur d'EA, Randy Breen, lui propose d'exploiter la licence AMA, American Motorcycle Association, dans le but de créer un jeu de moto en monde ouvert. Le projet prend alors le nom de code Road Rash, une expression employée pour désigner la peau écorchée des motards après une chute sur le bitume. Très vite, la licence AMA est abandonnée. Carl May estime qu'elle ne correspond pas à l'esprit de son futur jeu, qu'il désire plus sauvage et décalé. Quant à la technique, elle est beaucoup trop limitée pour obtenir un monde ouvert. L'équipe fait machine arrière et des frictions naissent entre Carl May et Randy Breen. Au CES de Chicago, c'est la douche froide. Le prototype fait un bid dans l'assistance. Le concept de balade dominicale n'intéresse personne et la réalisation ne marque pas les esprits. Après une telle déconfiture, Carl May interpelle la direction d'Electronic Arts et demande à prendre le contrôle total des opérations, au détriment de Randy Breen, qui sera laissé sur le bas-côté. Road Rash est un jeu qui ne se prend pas au sérieux. Épaulé par une équipe talentueuse, Carl May imagine un mélange de course et de baston dans une ambiance pleine de punch. Bien loin d'un hang-on, Road Rash propose de participer à des courses illégales au cœur des États-Unis. Les pilotes, pour se défaire de leurs adversaires, peuvent asséner des coups de poing ou des coups de pied. Le joueur peut même récupérer une matraque en la volant aux autres concurrents. Sur l'écran, une jauge d'endurance indique la résistance du joueur et de ses rivaux. Chacun des 5 circuits est jonché d'obstacles qu'il faut éviter sous peine de devoir s'acquitter de réparations coûteuses. Sans compter que la police veille et n'hésite pas à coller des amendes.
Bien que l'ensemble paraisse grossier, Road Rash est un jeu techniquement épatant pour l'époque. L'équipe de Karl May est parvenue à exploiter avec talent les capacités de la console. Pendant un temps, les programmeurs ont imaginé un système de projectiles à envoyer sur les adversaires, mais celui-ci faisait ramer l'animation. Après la sortie du jeu, Karl May quitta Electronic Arts pour Sega. Il aura la désagréable surprise de découvrir que son nom ne figure pas sur la jaquette du jeu, un coup bas que May interprète comme une vengeance de Randy Breen, à tort ou à raison. Road Rash sera adapté sur plusieurs consoles et micro-ordinateurs. Un an plus tard, Road Rash 2 voit le jour sur Mega Drive. Cette suite, sans être renversante, ajoute 2 fonctionnalités plutôt intéressantes. Désormais, les pilotes peuvent utiliser une chaîne qui cause des dégâts considérables, et les motos sont équipées de nitro permettant d'augmenter la vitesse durant un court laps de temps. Joliment réalisé, le titre d'Electronic Arts est le premier de la série à proposer un mode 2 joueurs en écran splitté. Il est toutefois regrettable que la taille de la fenêtre soit si restreinte. Quoi qu'il en soit, affronter un adversaire humain est toujours plus agréable que rivaliser avec l'ordinateur. Avec ses multiples modes de jeu, ses différentes cylindrées et ses ajouts intéressants, Road Rash 2 est le digne successeur de son aîné, même s'il se limite à 5 environnements. Durant l'année 1994, les consoles 32 bits inondent le marché. Electronic Arts souhaite frapper un grand coup et réalise une version de Road Rash sur 3DO, quasi intégralement en 3D. Lors de son arrivée dans les rédactions, Road Rash fait l'effet d'une bombe. Le joueur est accueilli par des séquences filmées impressionnantes, tandis que la musique est signée par des groupes célèbres comme Hammerbox ou Soundgarden. Sur le plan du gameplay, Road Rash reste fidèle à ses origines. Il est toujours question de bastonner ses adversaires pour terminer premier lors de folles virées en moto. Mais la qualité de la réalisation pousse l'immersion encore plus loin. Très parodique, Road Rash est l'un des jeux qui ont fait entrer l'univers du jeu vidéo dans l'ère 3D. Cet épisode, aussi drôle que captivant, sera adapté avec talent sur Saturn, PlayStation et PC. Il existe aussi une version Mega CD, mais qui est plus proche des épisodes Mega Drive. Un troisième épisode Mega Drive, intitulé Tour de Force en français dans le texte, voit le jour en 1995, apportant avec lui son lot de nouveautés. Désormais, les courses ne se déroulent plus uniquement sur le sol américain, mais un peu partout dans le monde. Le joueur voyage à travers des paysages variés, Brésil, Allemagne, Italie, Kenya, Angleterre, Australie ou encore Japon. Plus consistant, Road Rash 3 offre un choix plus vaste de motos, mais aussi d'armes et autres objets contondants, notamment un nunchaku. Par ailleurs, les amateurs de mécanique peuvent cette fois personnaliser leur bolide en achetant de nouvelles pièces. Sans être révolutionnaire, ce troisième volet de la série s'avère toujours aussi efficace. Il faut éviter les animaux qui traversent la route, faire attention à la police, ou encore éviter le trafic qui circule dans les deux sens. Le mode de joueur est toujours présent et semble plus fluide grâce à la suppression des rétroviseurs. Le dernier Road Rash en 2D est donc un excellent cru. En 1998, après de longues années d'absence, Electronic Arts sort Road Rash 3D. Conçu pour la PlayStation, cet épisode est très controversé. Tout en 3D, il conserve le fun des épisodes précédents, mais l'absence du mode multijoueur se fait sentir. On peut aussi être déçu des graphismes grossiers et de la relative raideur de l'animation. Malgré tout, Road Rash 3D garde un certain charme avec son ambiance heavy metal. Avec ses 160 km de parcours, le titre d'EA a des arguments à faire valoir, mais souffre d'une difficulté mal dosée. Au final, si elle n'atteint pas la qualité de l'épisode 3DO, cette version de Road Rash s'avère tout de même honorable et offre de bonnes sensations de vitesse. La Nintendo 64 a aussi eu droit à son épisode de Road Rash. Avec Road Rash 64, les joueurs pouvaient cette fois s'affronter jusqu'à 4 en écran splitté. Fidèle à la formule de ses prédécesseurs, le jeu ajoute quelques nouvelles armes comme le bâton de hockey. En revanche, il n'est vraiment pas beau. Bien qu'il soit compatible avec le RAM Pack, l'extension boostant les capacités de la console, l'ensemble est très pauvre et les couleurs sont trop criardes. Quant à l'animation, elle est entachée par un framerate assez bas. Road Rash 64 vaut surtout pour son multijoueur décapant, le reste ne fait pas honneur à la série. Dernier épisode 3D en date, Road Rash Jailbreak a vu le jour sur PlayStation durant l'année 2000. Sa grande réussite est de proposer un contenu de qualité avec un grand nombre de modes de jeu et de course. Il est même possible d'y piloter un sidecar. Le concept est toujours aussi jouissif, mais la réalisation technique peine à convaincre. En dépit de musique réussie et d'une animation honnête, le jeu affiche des graphismes en deçà des capacités de la 32 bits. Pour certaines personnes, il s'agit du meilleur épisode de la série, à condition de mettre l'aspect visuel de côté.
Grâce à ses sensations grisantes et une pincée de politiquement incorrect, la création de Karl May a perduré dans le temps avec plus ou moins de réussite. Les joueurs gardent en général un souvenir ému des premiers épisodes Mega Drive et de l'étonnante version 3DO. Il faut dire que ce mélange de course et de baston était surprenant pour l'époque. On ne dirait pas non à une nouvelle édition. Voilà, ce 101% est terminé. Ah non, c'est fini? Y a pas de... Y a rien après? Ah ben, pour l'instant, on en est là. Ok. Alors peut-être que j'en reparlerai dans d'autres 101% s'il accepte, mais en tout cas, pour le moment, je suis désolé, on en est là. Bah, ça lui a fait bizarre, et voilà. Ah, vous voulez toujours la fin des scénarios non, bah voilà, imaginez que c'est un film français, ça finit en queue de poisson. Le 22 novembre, je suis en dédicace à Blois. Ciao. It's